Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voie n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bienvenue au mini-salon des métiers de la communication et bonjour à tous, merci d'être là. Dans ce webinaire organisé par l'ISCOM et WeAreCom, on découvre ensemble les métiers de la communication. Aujourd'hui, explorons les secteurs du social media management et du community management. Tout d'abord, on se présente. WeAreCom, qui sommes-nous? On est un collectif de communicants, tous passionnés par nos métiers, dont nous voulons promouvoir la valeur ajoutée. Nous sommes à la fois un média pour tous les communicants et un club réservé aux équipes des annonceurs. Notre média, c'est 30 000 visiteurs mensuels sur wearecom.fr, plus de 50 000 abonnés à notre newsletter et plus de 60 000 socionautes sur TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et les autres réseaux sociaux. Notre club, c'est des ateliers mensuels pour les équipes membres avec des bonnes pratiques et des invités inspirants qui pourraient échanger entre pairs. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, social media and community management. Alors, merci à Johanna Civil, Social Media Manager chez Nickel, et Aurélien Claudez, Head of Social Media chez Carmignac. Merci à tous les deux d'être là. Et tout de suite, on va poser la première question. Quelle est votre définition du Social Media Management? Johanna, je te laisse commencer. Alors, pour moi, le Social Media Management, c'est vraiment un métier de la communication hyper puissant qui permet aujourd'hui de communiquer avec toute une communauté sur les réseaux sociaux, les nouveaux réseaux sociaux, mais aussi les traditionnels, comme Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, etc. Et aussi Snapchat. L'idée, c'est en tant que marque, du coup, avoir une communauté, vendre un produit, mais aussi parler de notoriété. Donc, c'est ça pour moi aujourd'hui, le social media. Et Aurélien, alors quelle est votre définition? Alors, elle ne sera pas contradictoire avec celle de Johanna, évidemment, mais plutôt du coup complémentaire. Donc pour moi, le social media management, c'est finalement saisir l'ensemble des opportunités qu'offrent les réseaux sociaux pour les mettre au service de la stratégie de l'entreprise. Et donc ça englobe un certain nombre de sous-domaines que sont le travail sur la stratégie éditoriale, la création de contenu, la sponsorisation de ces contenus pour les pousser à des audiences spécifiques, le social selling, donc aider notre réseaux de commerciaux à vendre via les réseaux sociaux, l'influence en travaillant avec des influenceurs, l'aspect réputationnel et puis aussi tous les leviers business, notamment tout ce qui va être lié à la génération de leads. Très bien, merci. Et peut-être qu'on peut continuer, Aurélien. Quelle est la différence et la nuance avec le community management? Alors, c'est une question qui est difficile parce qu'en fonction des entreprises, la définition n'est pas exactement la même et probablement que Johanna et moi n'aura pas la même définition, mais
Dans mon esprit, le community management, gestion des communautés en bon français, c'est finalement une sous-partie de ce qu'est le social media management qui va être plus axé sur la production de contenu, l'échange aussi, donc tout ce qui peut être lié à la gestion de la relation client, répondre aux commentaires que l'on va avoir sur les réseaux sociaux, évidemment la partie création de posts et puis aussi incarner, donner vie à cette marque en essayant de participer à des conversations existantes sur les réseaux sociaux. Et pour compléter ce que dit Aurélien, effectivement, je pense que le community manager va vraiment être dans l'action, répondre aux communautés, alors que toute la partie social media manager, le social media manager, lui, il va plus être dans la réflexion stratégique, quelle stratégie on va mettre en place sur les réseaux sociaux, et après, va être décliné par les community managers. Et je pense que tout bon social media manager est finalement aussi un bon community manager. Merci beaucoup. Alors, pour illustrer tout ça, on va se pencher sur quelques cas concrets du social media et community management qui ont marqué l'année 2022. Alors, tout d'abord, il y a un buzz original entre les community managers de Burger King et de Free qui sont livrés une bataille hilarante sur Twitter. Burger King a pris pour cible Free en présentant un nouveau burger, le Master Poulet, et c'était légendé, il est free, il a tout compris. Immédiatement, Free répond en mettant le défi Burger King de créer une Friitbox. Alors est né le hashtag Friitbox, qui offrait une surprise aux 100 premiers clients qui passaient commande sur l'application de fast-food. Un autre exemple intéressant, c'est le hashtag Tattoo Duo Cover de Duolingo. Donc, il est venu Duolingo, c'est une application d'apprentissage de langue en ligne qui est venue en aide aux victimes de tatouages ratés dans le monde à l'occasion du World Tattoo Day, la journée mondiale dédiée à l'art du tatouage. La plateforme a proposé des traductions gratuites de tatouages avec le hashtag Tattoo Duo Cover. Et les plus ridicules ont pu bénéficier d'une séance gratuite de tattoo cover dans l'un des studios parisiens les plus réputés. Et tout de suite, on regarde la petite vidéo. Hello, bonjour, ni hao, bom dia. On a remarqué que, pour certains d'entre vous, admirer la vue, déguster les spécialités, se la jouer super local, ne suffit tout simplement pas. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à vous faire un tatouage dans une langue qui n'est pas la vôtre, mais alors pas du tout. Big mistake. This guy, he asked for I'm free, but what I'm writing is I'm for free. Parce qu'après tout, c'est vrai que rien ne se ressemble plus que... Live, laugh, love. Et... That's soft tuna. What? Avec ces mots, vous n'honorez pas du tout la langue japonaise. Mais vous ne la comprenez pas, donc ça vous fait une belle jambe. This means courage, right? Yeah, correct. Non, du tout. Mais vous avez de la chance. Chez Duolingo, on vous couvre. On vous recouvre même. Littéralement. Vous voyez votre tatouage traduit avec les pieds? On vous donne un coup de main pour l'arranger. Enfin nous, un vrai tatoueur quoi. It's not me. Oh, me. And it's definitely not me. Il suffit juste de tweeter une photo de votre tatouage à Duolingo en mettant le hashtag TattooDuover. On checkera si vous vous êtes fait avoir et on vous offrira un camouflage fait dans les règles de l'art avec les mots que vous vouliez vraiment. Ou une inscription gratuite à Duolingo+. Alors n'attendez plus, enlevez l'encre. Notre exemple suivant, c'est Saint-Gobain qui parle d'engagement RSE sur Instagram. Il sensibilise sur l'urgence climatique à l'occasion de mobilisation Earth Hour. C'est une journée qui encourage le monde entier à tout éteindre et tout débrancher le temps d'1 heure. L'entreprise française de matériaux a lancé le Earth Hour Tour sur Instagram. L'idée était de réaliser et de publier les stories qui présentaient les plus grands édifices du monde plongés virtuellement à la pénombre grâce à l'intelligence artificielle. Le cas suivant, c'est des emojis parentaux de Doody et Biosteam. C'est deux marques de lait maternel qui, à l'occasion de la Journée mondiale des émoticônes, a lancé des émoticônes qui rendent hommage aux parents et à leur quotidien. C'est la recette d'une communication sympathique et empathique. Le hashtag Second Life Pasta de Baria, c'est contre le gaspillage alimentaire sur TikTok. Avec son hashtag Second Life Pasta, Baria a trouvé la solution pour lutter contre le gaspillage alimentaire des pâtes en trop, tout en proposant de délicieuses recettes à partir de vos restes. Grâce à la fonctionnalité Stitch de TikTok, les internautes pouvaient intégrer les vidéos d'autres créateurs aux leurs. C'est une communication originale et responsable qui a généré plus de 82 millions de vues. Et tout de suite, on regarde un extrait.
poursuit avec la fausse bande-annonce d'Amazon Prime, qui a fait un bad buzz exprès sur les réseaux sociaux à l'occasion du lancement de la série documentaire sur le PSG All Ville Lumière. La plateforme vidéo a mis au point une campagne audacieuse en postant une bande-annonce truffée de fautes. Très vite, les fans de football ont réagi à ce bad buzz. C'est alors qu'Amazon a lancé un défi aux internautes, retrouver l'intégralité des erreurs dissimulées. Résultat, 325 000 vues et 2 millions d'impressions sur Twitter. Et enfin, on finit par le cas de CNP Assurance, qui s'est associé aux médias Combini et a fait appel à l'humoriste Baptiste Le Caplin. En signant un partenariat avec Combini et l'acteur et humoriste français, l'assurance met au point une campagne de communication pédagogique originale. Avec les définitions en gros, l'humoriste traduit avec ses propres mots le vocabulaire de l'assurance, qui trop souvent perd les non-initiés. Résultat, c'est drôle, c'est rafraîchissant. Ça a généré 5 millions d'impressions sur Facebook et plus de 2000 interactions. Et on regarde une des définitions en gros. Tu mets comme ça, parallèle, et tu fais comme ça. Vas-y, fais ton clap. Et bravo, gars, c'est ton premier clap. Bienvenue dans le showbiz du clap. Bonjour, je m'appelle Florent, je suis expert en assurance et je suis là pour vous expliquer comment fonctionnent les contrats d'assurance vie. D'accord, super Florent, merci d'être là. Moi, je m'appelle Baptiste Le Caplin, je suis humoriste et comédien et je vais essayer de traduire ce que dit Florent. Elle est très belle ta veste. Je vais dire ce qu'il va dire sans la veste. Alors l'assurance vie, c'est un contrat par lequel un assureur s'engage à verser le capital constitué à l'assuré en cas de vie ou au bénéficiaire désigné en cas de décès. Le capital représente la somme des montants investis augmentés le cas échéant des produits générés sur le contrat, sous réserve bien entendu que ce contrat ne soit pas en moins-value. Ouais. Donc en gros, l'assurance vie, c'est de l'argent que tu mets de côté avec l'objectif de le faire fructifier pour préparer l'avenir et autres projets de vie, quoi. Et quand je dis projet de vie, c'est de vie, hein. C'est genre acheter un parc d'attractions avec de la barbe à papa, de trains fantômes, chamboule tout. Enfin, c'est un truc. Oui, on peut acheter une maison, c'est vous qui voyez, moi je juge pas. Mais un parc, c'est cool. Très bien. Avant de rentrer vraiment dans les paroles d'experts, 2 petites citations inspirantes. La première, Internet est le média des masses par excellence, de Joël de René. Et c'est aussi justement le média qui nous intéresse aujourd'hui. Et une citation de Jacques Attali qui nous dit « Aujourd'hui, les médias traditionnels ne sont plus maîtres de la data. Elle est la propriété des réseaux sociaux et des gestionnaires de cloud. » Alors, merci Johanna, merci Aurélien d'être là. On va vous laisser la parole et tout de suite, on passe à la question 1. Pourquoi avez-vous choisi le domaine du social media? Quel est votre parcours? Johanna, je te laisse commencer. Alors, moi, je suis tombée un peu par hasard dans le domaine du social media. Mon parcours est assez classique. J'ai fait une licence information communication. Et après, j'ai enchaîné avec un MBA marketing communication. Et en fait, je cherchais une alternance et on m'a proposé un poste de chargé de communication digitale. Et donc, dans le digital, c'était assez large. Et on m'a demandé, c'était un peu les prémices de Facebook, d'animer la page Facebook d'un groupe financier dans toute la partie RH. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Et qu'est-ce qui, plus largement, t'a donné envie de faire de la communication? Alors, plus largement, j'ai été assez attirée par le monde du journalisme. Alors, je savais que c'était un peu, les débouchés étaient un peu, on va dire, fermés. Et j'ai un peu regardé ce qui se faisait aux alentours. Le journalisme, communication, c'était deux domaines assez liés. Et je me suis dit, j'ai envie de tester. J'aime beaucoup écrire sur toute la partie rédactionnelle. J'aime bien aussi faire des montages, photos, vidéos. Et en fait, tout convergeait vers la communication. Très bien. Et Aurélien, quel a été ton parcours? Eh bien, un peu comme Johanna, c'est les hasards de la vie, hein, c'est souvent comme ça. Je vais vous raconter d'abord ma carrière et puis après revenir au tout début. Donc, moi, j'ai commencé d'abord, en fait, avec des qualités plutôt rédactionnelles et donc d'abord à écrire, en fait, pour le SEO sur les sites il y a, je pense, presque une quinzaine d'années. Et donc, après, une fois qu'on a créé ces articles et qu'on fait venir du trafic sur le site, on a envie d'en faire venir encore plus, pas uniquement via le référencement naturel, désolé pour l'anglicisme SEO. Et donc, les réseaux sociaux commençaient un peu à se développer. Et donc, j'ai commencé à écrire du contenu aussi pour les réseaux sociaux et donc pas uniquement pour les sites Internet. Et donc, petit à petit, j'ai pris goût à cela et j'ai développé du coup de plus en plus une expertise dans ce domaine-là. Donc, j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans chez Allianz
avec des budgets relativement conséquents et notamment j'ai fait beaucoup d'acquisitions de leads d'assurance donc pour générer des contrats, beaucoup en direct avec les équipes de Facebook. On était le premier acteur à l'époque à investir de manière aussi importante et c'est quelque chose qui marchait très bien. Et donc ensuite, Facebook a poussé mon profil chez AXA et donc j'ai rejoint AXA pendant, là encore, un peu plus de 3 ans sur des sujets, là encore, réseaux sociaux et branding à la performance. Et puis depuis 1 an et demi, du coup, je suis chez Carmignac, une boîte qui fait de la gestion d'actifs. Et je voulais revenir au début sur mon parcours parce que donc vous êtes un peu à ce moment-là en train de regarder ce que vous pouvez faire et je voudrais surtout que vous ne vous découragiez pas. Moi, c'est marrant pour moi de me retrouver ici à l'ISCOM parce que ça fait partie des écoles auxquelles j'avais candidaté. Et donc, c'est une des écoles qui avait refusé mon dossier. Et donc, vous voyez qu'on peut quand même ensuite très bien, très bien. En tout cas, la vie ne s'arrête pas et il y a plein de belles opportunités et à vous de les saisir. Et donc, on peut être un peu stressé quand on est étudiant, quand on est parent. Et donc, tout ne se joue pas là, maintenant, et la vie ne s'arrête pas. Donc voilà, c'était juste le petit message que je voulais aussi faire passer. J'ai le plaisir après aussi dans le parcours de donner des cours dans pas mal d'écoles. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça que je suis là aussi ce soir. Merci beaucoup Aurélien. On passe à la question suivante. Pourquoi et pour qui conseillerez-vous le social media? Et Aurélien, je te laisse enchaîner. Alors, j'ai déjà été très verbeux, donc je vais continuer, mais cette fois-ci, je vais faire un petit peu plus court. Pour moi, il y a 2 qualités majeures pour exercer ce métier. La première, c'est avoir un esprit créatif. Et la seconde, c'est un esprit d'analyse, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de data. Il faut être capable de lire les chiffres, de les connecter et de voir comment on peut s'améliorer. Donc, ces 2 qualités, pour moi, elles sont fondamentales. Ensuite, une fois qu'on a ces 2 qualités-là qui peuvent se développer évidemment et qui se travaillent, il y a l'esprit de curiosité intellectuelle qui est extrêmement importante. C'est un métier qui change en permanence. Et donc, l'autre qualité, donc il faut se former constamment. Et l'autre chose qui est importante, du coup, qui va avec ça, c'est ne pas être averse au changement. En permanence, on a des évolutions de plateformes, on a des réseaux sociaux qui changent. Vous-même, vous êtes utilisateur, vous le voyez. Donc, forcément, notre métier, il est amené à être sur une vitesse de changement qui est extrêmement forte. Et donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le changement, c'est probablement pas un métier qui est fait pour vous. Très bien, merci. Johanna, pour qui et pourquoi conseillerez-vous le social management? Effectivement, je complète ce qu'a dit Aurélien. Pour moi, ce qui est évident, c'est le social media, c'est pour les personnes qui ont vraiment une créativité assez débordante et aussi une ouverture d'esprit. Pourquoi? Parce que voilà, hier n'existait pas vraiment TikTok ou Twitch. Aujourd'hui, ce sont 2 réseaux qui ont le vent en poupe et il faut y aller, avoir envie, tâtonner, voir ce qui se fait, proposer des idées. C'est pas parce qu'on propose une idée que forcément ça va être viral. On peut aussi connaître des échecs, entre guillemets, mais c'est vraiment important d'avoir une ouverture d'esprit. Pour moi, si on est un peu trop dans les carcans en se disant moi je vais faire comme telle marque, etc., ce sera difficile pour moi d'y arriver sur le social media. Donc, c'est vraiment 2 points clés. Et le dernier aussi, je dirais, d'être quelqu'un d'assez organisé. Parce qu'au final, on se dit, être sur le social media, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'assez facile. En fait, on a énormément de casquettes. Le rédactionnel, la publicité, l'influence, la programmation, l'ouverture d'esprit, la créativité. En fait, sur 24 heures, il y a énormément de compétences à avoir et à acquérir. Donc, il faut savoir être polyvalent déjà et aussi faire preuve d'organisation. Très bien, merci beaucoup. Et on passe à la question suivante. Qu'est-ce qui vous stimule le plus dans votre métier, Johanna? Je vous laisse continuer. C'est une vaste question. Ce qui me stimule, alors moi j'ai vraiment le regard tourné sur ce que va faire, pas que les concurrents, mais vraiment sur tous les autres secteurs. Des marques, comment elles vont se positionner, leur ton sur le social media. Et en fait, moi, ça me stimule vachement parce que derrière, je vais m'en inspirer. Je vais me dire, finalement, les limites que moi, je me mets, en fait, je ne suis pas obligée de me les mettre parce que il va y avoir un concurrent, il va y avoir
voilà, une marque qui est sur un autre secteur, qui va oser se lancer sur une idée un peu farfelue. On a vu tout plein d'exemples comme tout à l'heure Duolingo et aussi Barilla, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Donc, moi, ça me stimule beaucoup et aussi de voir à quel point c'est un métier qui est en évolution. Faire le choix de travailler dans le social media, c'est aussi faire le choix de rejoindre une carrière d'avenir. On se réinvente à chaque fois. Moi, j'ai commencé petit à petit à faire de l'influence. En fait, d'année en année, pardon, je me spécialise et c'est quelque chose aujourd'hui que j'aime beaucoup. Donc, voilà un peu pourquoi ça me stimule le social media. Très bien, merci beaucoup. Et Aurélien? J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Johanna sur les valeurs, l'ouverture d'esprit et donc aller benchmarker, regarder et s'inspirer de ce que font les autres dans la continuité de ça. Je crois que c'est un métier qui est extrêmement transverse, qui a la capacité de travailler avec toutes les directions dans une entreprise et donc de répondre à la plupart des objectifs que peuvent avoir une entreprise. Une entreprise, souvent, elle est organisée par pôle. Vous avez un pôle RH, un pôle finance, un pôle commercial, un pôle communication, un pôle RSE, un pôle que sais-je. Et donc, pour chacun de ces pôles, ils trouvent des solutions à l'atteinte de leurs objectifs dans les réseaux sociaux. Et donc, vous êtes amené à travailler avec une variété de profils sur des sujets complètement différents. Et donc, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Et après, de manière plus personnelle, plus égoïste, moi, mon plaisir aussi, il est beaucoup dans le feedback en temps réel qu'offrent les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous lancez une campagne en télé, en radio, en affichage, c'est extrêmement compliqué de mesurer l'intérêt des personnes pour ces campagnes, même s'il existe tout un tas de solutions. Néanmoins, vous êtes quand même limité. C'est dur d'évaluer combien de temps les gens passent à regarder votre publicité en télé. C'est dur d'évaluer le sentiment qu'il y a derrière. Ils peuvent très difficilement réagir à cette publicité-là. Ils ne peuvent pas la commenter, ils ne peuvent pas la liker, ils ne peuvent pas la partager. Et donc, sur les réseaux sociaux, on a à disposition un éventail de data, de statistiques qui nous permettent tout de suite de mesurer la performance de l'idée qu'on a eue et de les comparer entre elles. Et donc ça, c'est finalement un laboratoire d'apprentissage extrêmement rapide. Vous lancez une campagne, 24 heures après, vous avez déjà une volumétrie qui est énorme et qui vous permet d'avoir un retour sur votre propre travail, de l'évaluer et de vous améliorer. Et donc ça, je trouve que c'est une des choses pour moi qui sont les plus intéressantes dans notre métier. Très bien, et merci beaucoup. Peut-être avant de passer à la question suivante, quelles sont à chacun vos sources d'inspiration pour avoir des idées au-delà de ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration? On a été séché par nous sur la question. Moi, je regarde un peu tout ce qui va se faire dans le monde de l'art, la mode. Je regarde un peu les tendances, on va dire, plus visuelles, parce que moi, je suis très visuelle. Mais après, je m'en inspire peut-être dans les briefs que je peux faire aux agences. Mais après, c'est vraiment au quotidien. Hein. Ça va être, je sais pas moi, un affichage métro. C'est vraiment tout le quotidien. Aujourd'hui, m'inspire pour le social media à créer des posts. L'actualité également est quelque chose de très inspirant sur le social media. Je crois qu'en complément, tout peut être source d'inspiration finalement. Donc, c'est la manière dont vont évoluer, la manière dont l'information est traitée sur des JT, par exemple. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans le monde du spectacle, d'ailleurs tout le milieu de l'entertainment globalement est source qu'on comprenne le gaming, le cinéma, la télévision, le divertissement avec des plateformes comme Netflix, comme Amazon, tout ça. Et donc la manière d'éditorialiser, de créer des contenus, ça a beaucoup évolué. Et donc c'est évidemment des sources infinies pour la création de contenu. Très bien. Alors n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans le chat à droite, auxquelles on répondra. On passe à la question suivante. Alors, ça arrive. Au quotidien, quelles sont vos missions et vos défis? Avez-vous des journées types? Johanna, je te laisse répondre. Alors, pas de journée type, vraiment.
c'est aussi quelque chose que j'apprécie dans le social media, c'est qu'on peut avoir... Alors moi, je suis quelqu'un d'assez organisé et le matin, je me lève, je sais ce que je dois faire et puis finalement, on se rend compte que il y a un tweet qui s'est un peu mal passé sur le social media et ça va chambouler toute la journée. Il va falloir créer des éléments de langage, répondre à la personne, lui apporter satisfaction, solliciter les différentes équipes en interne également. Donc, il peut y avoir ça, mais il peut aussi y avoir un grand lancement de campagne qui fait que des fois, on est un peu plus stressé. On va travailler avec pas mal d'agences. Il peut y avoir aussi toute la partie bilan où là, on est plus focus. Je sais que moi, j'ai mes temps de concentration où j'ai besoin d'être un peu seule et un peu travailler dans ma bulle. Mais il y a aussi des moments où j'apprécie beaucoup, où on va travailler en équipe, on va faire des brainstorming sur un gros sujet. Donc, pas vraiment de journée type. Et je trouve que c'est ça aussi la richesse du métier de social media manager. Et au quotidien, mes missions et mes défis. Alors, il faut savoir que travailler dans le secteur bancaire, alors c'est pas Netflix et innocent. Clairement, on n'a pas le même tone of voice sur les réseaux sociaux, mais concrètement, chez Nickel, par rapport à mes précédentes expériences, c'est que on a toujours un objectif en tête qui est de devenir une marque conversationnelle, pouvoir échanger avec sa communauté. Et sur le Facebook Nickel, on a une communauté qui est très, très, très engagée. Et aujourd'hui, on ne leur vend pas forcément des cartes bancaires, on ne leur vend pas forcément des assurances, on leur vend un compte pour tous et on va aller chercher aussi des marronniers sympas sur lesquels ils vont rebondir. Donc, mon défi aujourd'hui au quotidien, c'est de continuer à avoir cette proximité avec notre communauté et qu'elle reste le plus pérenne possible et qu'elle grossisse, évidemment. Très bien. Et Aurélien, alors? Alors moi, c'est pas évident. Comment essayer de ne pas tous vous perdre? Parce que Johanna a parlé du secteur financier. Moi, c'est encore pire et du secteur bancaire. C'est dans le secteur financier. Aujourd'hui, je travaille dans le secteur de l'asset management, donc la gestion d'actifs, donc concrètement investir de manière active sur les marchés financiers. Donc là, j'ai peur de perdre à peu près toutes les personnes qui sont là et même les plus volontaires qui ont écrit sur le chat. Pas de journée type, ça je rejoins complètement ce qu'a dit Johanna. Et donc ça, c'est la chance et la beauté de ce métier-là. Sur quoi on travaille, ça dépend des périodes, ça dépend de la dynamique de l'entreprise, mais donc globalement, si je devais un petit peu résumer à quoi ressemblent mes semaines au-delà des réunions de brainstorming, c'est de la création de contenu, beaucoup, réfléchir comment ces contenus-là, on peut les adapter à des réseaux sociaux. Donc, on va, en fonction des réseaux sociaux, l'ADN et ce qui fonctionne n'est pas le même, et donc on va chercher à décliner ces contenus par réseau social. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher à pousser ces contenus auprès des audiences qui nous intéressent. Donc, je vais créer des segments d'audience spécifiques pour m'assurer que ce contenu soit vu de ces personnes-là. Donc, par exemple, je sais pas, vous faites un contenu sur l'assurance auto, et bien, vous voulez que toutes les personnes propriétaires de voitures voient du coup votre publicité dans leur fil d'actualité Facebook ou Instagram. Donc ça, c'est la partie sponsorisation de ces contenus. Ensuite, vous allez avoir tout un travail d'employee advocacy, donc comment je transforme mes collaborateurs en ambassadeurs, et donc on va créer du contenu pour eux, on va leur mettre à disposition et on va essayer de mettre en place des mécaniques pour les inciter à partager ces contenus. Ensuite, vous avez le travail de social selling, donc la vente par les réseaux sociaux. Donc, on a dans les entreprises souvent des réseaux de commerciaux. Et donc, qu'est-ce que fait un commercial? Il va utiliser son téléphone, il va faire des rendez-vous physiques, il va envoyer des mails pour vendre. Et donc, aujourd'hui, il va pouvoir utiliser les réseaux sociaux et la data pour mieux vendre. Et donc, on va l'aider, l'accompagner dans cette démarche-là avec lui. Johanna, on a dit un mot. La gestion de la réputation, c'est forcément quelque chose qui nous occupe et que, évidemment, on ne peut pas prédire. Donc, régulièrement, il y a sur les réseaux sociaux
des mentions qui peuvent mettre en danger la réputation de l'entreprise. Donc, il faut être capable d'identifier des signaux faibles pour détecter qu'une crise est en train de se créer et donc réfléchir à comment la désamorcer. Et puis, il y a un travail préventif aussi en amont pour réfléchir comment j'évite ces problèmes de crise. Donc, voilà, je pense que ça peut vous paraître peut-être un peu abstrait à ce stade-là, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un métier où les missions sont extrêmement variées, où les journées ne se ressemblent pas et où le terrain de jeu est extrêmement large. Moi, je ne suis pas du tout perdue, en tout cas. On a une question dans le chat, alors je ne sais pas qui veut se lancer. Je remarque que beaucoup de médias utilisent l'actualité pour créer du contenu et finissent par prendre des positionnements politiques, parfois involontairement. Comment éviter de politiser son contenu et pouvoir tout de même continuer de susciter des réactions? Alors, qui veut se lancer sur cette question? C'est très intéressant cette remarque. Je crois que c'est le piège dans lequel certaines marques sont un peu forcées par la pression médiatique. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'activisme, beaucoup de lobbyisme. Ce n'est pas forcément négatif comme terme. Je crois que beaucoup d'évolutions sociétales souhaitables sont le fruit du travail d'activistes et de lobbying. Mais donc le piège, c'est que les marques se retrouvent un peu sur les réseaux sociaux sommées de répondre et de réagir parce que c'est justement, comme l'a dit très justement tout à l'heure Johanna, il y a une injonction à faire du conversationnel et donc la marque ne peut pas rester froide, elle est obligée, dès lors qu'elle est sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de contrat à prendre part à la conversation, sinon finalement on considère qu'elle n'y a pas vraiment sa place ou qu'elle cautionne. Et donc, c'est pas évident pour les marques de à la fois être présentes, actives et de chercher à être conversationnelles et en même temps de ne pas réagir à ce qu'on attend d'elles, donc se positionner sur du politique, du sociétal. Donc, en ce moment, on a beaucoup de sujets sur l'environnement, beaucoup de sujets sur la position des marques par rapport à X problèmes de société. Quand on a effectivement, on l'a vu avec sur Donald Trump, il y a eu beaucoup de marques qui ont eu des positionnements un peu, je pense qu'elles sont un peu sorties du cadre que naturellement on offre à une marque. Donc c'est un sujet effectivement qui est très complexe. Et donc je pense qu'il y a des attentes de la part des consommateurs et de la société d'avoir des marques qui s'engagent davantage. Et qu'est-ce que ça a créé finalement? On a eu beaucoup dans les cercles de communicants pendant quelques années, on parlait de défiance vis-à-vis des marques. Et donc cette défiance-là, à mon sens, elle est aussi le fruit d'attentes un peu trop fortes qui ont été placées en elle. Pendant le Covid aussi, on attendait beaucoup. Vous avez vu, on a, je crois, vu une campagne avant de Burger King. Il y a eu beaucoup aussi d'actions sur comment, finalement, c'est quoi l'utilité d'une marque dans une période qui est un peu compliquée. J'ai beaucoup parlé, pardon. Johanna, moi, je rejoins effectivement Aurélien, et puis j'ajouterais, alors c'est très propre, je pense, je ne parle pas pour toutes les banques, hein, évidemment, il y a des sujets sur lesquels nous, on ne va pas. Voilà, c'est dans notre charte, c'est dans notre ton éditorial. Autant on peut rebondir sur la Saint-Valentin, sur la journée des emojis, etc., puisque c'est fun, c'est léger, le ton est léger. Mais il y a des sujets d'actualité comme ça où nous, en tant que marque, on n'a pas de positionnement à offrir et aussi, ça ne correspond pas aux valeurs de la marque. Donc, tout simplement, voilà, on ne parle pas pour rien dire sur le social media. Il y a ce point-là. Et là, alors je crois que c'était depuis hier, il y a un peu un tweet de Burger King qui buzz avec Elisabeth Borne et son 49.3. Voilà, il y a des marques vraiment qui ont un ton, qui ont un ADN qui est propre, un peu provoque, qui vont aller sur des sujets de société ou d'autres marques un peu plus, on va dire, sérieuses, où on va gérer l'argent de nos clients, etc., où nous, on ne va pas se permettre de faire ce genre de blague. Alors, des fois, en interne, hein, on aimerait bien, mais il faut aussi se dire que le social media, c'est la vitrine de la marque. Et en fait, il faut qu'on reste fidèle à nos valeurs. Et en fait,
on ne va pas se retrouver dans ces valeurs de type voilà, peut-être société, retraite, etc. En revanche, on peut aussi nous titiller, par exemple, sur l'écologie, comme l'a dit Aurélien, où là, on peut apporter un discours parce qu'on a des éléments de langage, on a un positionnement qui est assez ferme, on peut se défendre sur le social media et on peut aussi échanger sur des vrais questionnements que peuvent avoir les followers à ce sujet. Merci beaucoup, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Question suivante. Pouvez-vous nous parler de vos fiertés? Avez-vous des projets à nous partager? Aurélien, je te laisse commencer. Oui, bien sûr. Alors, heureusement, oui, j'ai quelques fiertés, donc du coup, je peux vous les partager. La première, pour moi, peut-être la plus belle campagne que j'ai eu la chance de faire, c'était une campagne quand j'étais chez Allianz sur de la prévention routière, un sujet qui m'est cher. Donc, cette campagne, c'était les débuts en fait de la vidéo à 360 sur Facebook. Donc, vous pouviez en fait dans un post bouger votre téléphone ou votre souris d'ordinateur pour changer finalement la perspective de la caméra et donc tourner à 360 degrés pour voir l'espace sous différents angles. Et donc, on avait fait un petit trajet en voiture d'1 minute 30. Et donc, les personnes devaient donc faire ce trajet, bouger l'angle de la caméra et donc trouver toutes les infractions qu'il y avait au code de la route. Et donc, c'est une campagne qui avait été extrêmement virale parce que le format était novateur. Et donc, on avait eu on avait eu 20 000 likes, 10 000 commentaires, 3 000 partages. Et pendant des années, Facebook a présenté ce cas aux annonceurs comme un des cas étant les plus emblématiques sur ce qu'on pouvait faire sur de la vidéo à 360. C'est une campagne qui nous avait coûté en termes de budget très peu d'argent parce que c'était juste un petit tournage un peu très authentique, petit budget, pas quelque chose de très léché comme on peut voir en télé. Et les résultats vraiment avaient été exceptionnels parce que les personnes se prêtaient au jeu, cherchaient les erreurs, aimaient beaucoup s'engager dedans. Puis le code de la route, c'est quelque chose aussi qui parle à beaucoup de gens. Donc ça, c'est ma première fierté. La deuxième fierté, c'est une fierté qui est plus business. Quand j'étais chez Allianz, encore, j'ai beaucoup parlé de mes entreprises précédentes pour des questions de confidentialité. C'était le début un peu sur Facebook de la génération de leads. Donc les leads, vous savez, c'est les opportunités de contact. Donc vous allez sur un site internet et notamment dans l'assurance, vous allez laisser un certain nombre d'informations vous concernant. Un nom, un prénom, un mail, un numéro de téléphone, et puis surtout, si c'est par exemple une assurance auto, quel véhicule vous avez, depuis combien de temps vous avez le permis, où est-ce que vous habitez, est-ce que votre voiture va crécher dehors ou pas, quel niveau de garantie vous voulez avoir, etc., etc. Et donc, avec Facebook, on a lancé du coup des campagnes pour générer plus de trafic et donc plus de leads sur notre site internet. Et donc à l'époque, on avait une agence qui se faisait ça et j'avais réinternalisé la gestion de ces campagnes. Donc on avait réussi à diviser par 10 le coût de ces leads. Donc vous imaginez dans une entreprise, quand vous arrivez globalement à diviser votre coût d'acquisition client par 10, ce que ça veut dire derrière en termes d'impact business. Et donc on a pu, grâce à ça, débloquer des budgets absolument énorme, beaucoup travaillé en direct avec les équipes de Facebook. Et donc, ça, c'est pour moi une deuxième fierté qui était assez forte. Et la dernière, et après, je vais laisser parler quand même Johanna, parce que je suis sûr qu'elle a plein de belles fiertés à vous partager. C'est chez AXA. Donc, on distribue nos produits on distribuait quand j'étais chez AXA, ils le font toujours évidemment par des agents généraux. Donc, c'est l'agent AXA que vous voyez au coin de la rue. Et donc, on a développé l'usage d'une plateforme, une bibliothèque de contenu pour les aider plus facilement à partager du contenu sur les réseaux sociaux pour animer leur communauté en local. Et donc, on avait réussi à onboarder plus de 200 agents en moins d'un an. Et donc, là aussi, pour moi, c'était une vraie fierté parce que les agents généraux ne sont pas les populations les plus digitales, ils sont difficiles à convaincre, des personnes très occupées, très focalisées sur le business et qui ne comprenaient pas forcément l'intérêt de le faire.
Et donc, ça aussi, voilà, c'était très intéressant. Alors, me concernant chez Nickel, un projet qui me tient à cœur. Il faut savoir que dans le social media, très vite, les budgets peuvent être très, très impressionnants. Et en fait, on a reconduit le calendrier de l'Avent. Donc, il faut savoir que c'est un grand temps fort Noël sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça nous a coûté vraiment 0 €. Donc, on a fait travailler notre studio en interne. Et là, au lieu d'offrir des cadeaux un peu aux opportunistes qui nous suivent, et c'est là où on fait gonfler aussi nos communautés, on a décidé d'offrir à nos clients une somme de 100 €. Et tous les jours comme ça, on leur disait, qui est là depuis 2014 par exemple, qui a fait cette année un virement à son meilleur ami, etc. Et en fait, c'était lié toutes les actions au sein toutes les actions clientes au sein de Nickel. Et en fait, toutes les personnes pouvaient être récompensées. Et alors, c'est un succès qui est assez fou parce que le premier post qu'on a pu faire, donc sans publicité, c'est vraiment très, très important de le souligner puisque sur Facebook notamment, on est un peu obligé de faire de la publicité pour que nos contenus puissent être vus par le plus grand nombre. On a fait plus de 10 000 commentaires sur le premier post où on a lancé le fameux calendrier de l'Avent Nickel. Donc, c'est un rendez-vous qu'on va prendre chaque année et qu'on va certainement réitérer l'année prochaine. Mais c'est aussi une manière de se dire, en fait, on n'a pas réfléchi très longtemps. Noël, c'est quoi? C'est passer du temps avec ses proches et aussi offrir un cadeau. Et nous, on l'a transposé au social media. On a voulu offrir un cadeau à nos clients fidèles sur toute l'année 2022. Et ça ne nous a pas coûté grand-chose, mis à part la somme qu'on a pu débloquer en interne sur les 24 jours de l'année. Et derrière, on a eu vraiment de très, très beaux chiffres côté social media. J'ai plus les chiffres d'impression, mais c'est clairement nos top posts sur l'année. Donc ça, c'est concernant Nickel. J'ai travaillé chez la FinTech LifePay. Et en fait, là, c'est plutôt côté sociétal. J'étais vraiment déjà fière de voir que le social media pendant la pandémie était le point d'entrée de beaucoup de personnes pour rester en contact. Mais aussi, nous, on a vraiment aidé les praticiens. Les infirmières libérales, les kinés, etc., du jour au lendemain, se sont retrouvés un peu esselés sans pouvoir pratiquer leur profession. Et en fait, chez LifePay, il y a une solution qui est dédiée aux professionnels qui s'appelle LifePro. Et en fait, du jour au lendemain, on a eu une demande énorme, débordante, de personnes qui voulaient encaisser leurs patients parce qu'ils se sont mis à la visio, mais ils n'avaient pas moyen de le faire. Et en fait, un peu branle-bas de combat, en 5 jours, on a ouvert un compte Facebook, on a mis en place des process pour absorber cette demande. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, le social media, alors j'étais déjà convaincue avant, mais que pendant la pandémie, ça a eu son lot aussi c'est très important pour certaines personnes. Et en tant que marque, on se posait la question, on est aussi utile pendant ces périodes de crise-là aussi, pour rendre un service, pour rester en contact avec les clients, etc. Donc, c'est vraiment mes deux belles fiertés. Merci beaucoup. Alors, la question suivante va porter sur l'avenir du social media. Mais avant, peut-être dans le chat, on peut répondre à cette question. Vous pensez quoi de l'intelligence artificielle? Est-ce que ce sera utile pour les métiers de la communication? Allez-y, Aurélien. Après, je vous laisse enchaîner sur le futur des réseaux sociaux. L'intelligence artificielle, ça sera utile pour absolument tout. Donc, y compris évidemment les réseaux sociaux. D'abord, on parle beaucoup de ChatGPT. Donc, c'est une intelligence artificielle dont l'objectif premier, et il y a plein d'autres intelligences artificielles, est de travailler sur la génération de texte. Donc forcément, dans notre métier, la génération de texte et l'écriture, c'est une part importante de notre travail. Après, vous avez aussi tous les sujets avec Midjourney ou DALL-E, de génération d'images à partir de l'intelligence artificielle avec des
des prouesses absolument spectaculaires. Je vous invite à vous amuser à essayer de briefer l'intelligence artificielle pour essayer de voir ce qu'elle peut faire, et c'est absolument bluffant. Alors après, il ne faut pas non plus s'effrayer, hein, ça reste des modèles statistiques, et donc ils sont pas capables d'émotion ni d'intelligence et d'intuition comme nous en sommes capables. Par contre, ils sont capables d'absorber et de dévorer tout Internet, et donc globalement une très grande partie de la connaissance du monde, et donc à partir de ça, sur un modèle statistique, de proposer une réponse dont la probabilité est la plus forte par rapport à ce que vous lui avez demandé, dont le modèle juge que cette réponse-là est probablement celle que vous attendiez. Donc évidemment, ça aura des impacts forcément sur la création de contenu, contenu visuel et textuel, les vidéos, la capacité de mettre des sous-titres automatiquement, la capacité à retraduire des contenus, la capacité à aussi créer probablement ça existe déjà, des influenceurs virtuels. Il y a plein d'usages et d'impacts qu'aujourd'hui qu'on voit, mais plein d'autres qu'on n'imagine pas non plus. Et donc je pense que ça, c'est assez excitant. Oui, assez excitant, effectivement. Moi, c'est drôle, on avait fait un post sur Instagram en demandant à une IA et si le compte Nickel était une recette, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ce serait? Et en fait, on a vu que c'était assez drôle finalement d'avoir un point de vue extérieur, un point de vue d'une intelligence artificielle. Je pense qu'il faut s'engouffrer dans la brèche, tester et voir ce que ça donne, mais aussi d'un point de vue, on va dire, communicant, c'est un gain de temps. Après, on a, on va dire, pléthore d'informations et de textes dans la rédaction, etc. Après, il faut savoir piocher et après retravailler derrière et prendre ce qui nous intéresse. Puisque voilà, l'IA ne fera jamais ce que fera un humain. Mais c'est bien de s'en saisir et de tester pour voir ce que ça donne, quels sont les éléments à prendre et à ne pas prendre. Donc, moi, je suis pour tester l'intelligence artificielle. Très bien. Et alors, comment vont évoluer les rapports des marques et des réseaux sociaux à l'avenir, selon vous? Moi, je vais prendre plutôt l'angle pour répondre à cette question de l'influence. J'ai l'impression que c'est vraiment un gros sujet d'avenir pour les marques. Comment on travaille avec un influenceur, comment on met en place un contrat, etc. Et aussi, alors je pense que c'est une grande thématique, l'influence, qui était un peu lancée comme ça, sans régulation. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de fédérations qui sont créées pour réguler parce qu'on a le droit de dire ou pas en tant qu'influenceur. Et pour moi, c'est l'avenir parce que finalement, la force des pairs est très importante. Aujourd'hui, on sait que les jeunes générations, et pas que, vont peut-être faire plus confiance à un influenceur qui va vanter les mérites d'un produit, même si ils sont bien au fait qu'on vend un produit différemment qu'une marque. Et derrière, on va faire confiance à cet influenceur-là, on va le briefer et on va mettre tout ce qui est possible, tout ce qui est faisable, on va dire, pour que cet influenceur se saisisse des valeurs de la marque et puisse derrière vendre le produit, mais peut-être mieux que la marque elle-même, parce que des fois il y a de la défiance, surtout dans le secteur bancaire et de l'assurance. Bon, quand on est sur Instagram, on est dans son lit, on voit une pub, je sais pas, d'une banque. Bon, on n'a pas spécialement envie de cliquer, on va swiper. Alors, si c'est un influenceur avec son ton, avec son humour, avec ses valeurs, avec sa manière de parler, va vendre le même produit, et tout de suite, ça va faire clic dans le cerveau de la personne en face. Donc, pour moi, c'est vraiment un rapport qui est hyper intéressant, l'influence, et qui va être de plus en plus réglementé parce que on a vu des dérives aussi, et tous les influenceurs, entre guillemets, ne se valent pas. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Merci. Et Aurélien, alors l'avenir des marques et des réseaux sociaux? Je vais du coup poursuivre dans la brèche ouverte par Johanna sur l'aspect réglementaire. Et donc, elle a parlé du sujet de l'influence. Je crois qu'il y a tout le sujet autour de la donnée globalement. Donc, la régulation
a évolué est en train d'évoluer très rapidement. Les réseaux sociaux, comme toute activité qui est nouvelle, quand elle se lance, c'est un peu le Far West, et après le régulateur vient et met des règles dans tout ça, et puis la société aussi se rend compte de certaines choses, et elle-même du coup attend certaines réglementations. Donc vous avez pu voir à la télé les pubs iPhone pour expliquer qu'ils protégeaient vos données, qu'ils ne les partageaient pas. Vous avez pu évidemment entendre parler du RGPD, donc la réglementation générale pour la protection des données, qui est une loi européenne. Vous avez entendu les scandales de Facebook liés aux fuites de données avec Cambridge Analytica. Et donc, en fait, pendant longtemps, les entreprises, ont pu faire de la publicité en ayant accès à tout un tas de données. Et donc, plus le temps passe, plus il est compliqué de récolter certaines données et de pouvoir les analyser. Et donc, forcément, ça aura une incidence sur la manière de faire notre travail. Et puis, la deuxième chose, et dans le prolongement de la question qui a été posée sur l'intelligence artificielle, c'est globalement pour les marques, on est dans un environnement, les réseaux sociaux, où il y a de plus en plus de prolifération de fake news, et aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle pour manipuler et rendre de plus en plus difficile le vrai du faux. Et donc, pour les marques, il y a un enjeu à ne pas se faire piéger et à ne pas être au cœur d'un scandale qui ne sera pas forcément justifié, et donc d'être capable de répondre. Ça, je pense que ça va être un enjeu très fort pour les marques. Très bien, merci beaucoup. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. On va répondre assez rapidement à la question du chat. Quelles sont, selon vous, les compétences et outils qui peuvent servir à s'insérer dans le monde du social media? Johanna, je te laisse commencer. Alors, moi, je vais switcher sur la partie outils, c'est ça? Quels sont les outils et les compétences? Alors, c'est vrai que le social media, c'est une science qui peut être très, on va dire, ouverte. Ah, mais c'est hyper facile et tout. Mais finalement, quand on rentre vraiment dans le social media, il y a très vite des outils qui sortent du lot. Business Manager de Facebook, c'est vraiment du terre à terre, mais c'est l'outil peut-être le plus important pour faire du social media, pour la publication, pour suivre un peu des pixels de tracking, par exemple. Il va y avoir aussi GA, Google Analytics, parce qu'on veut traquer des liens et savoir, voilà, on a fait une pub, derrière on a vendu un produit, on veut savoir quelles sont les personnes qui ont cliqué sur ce lien-là. Il y a vraiment tout un panel de produits, mais il y a aussi d'outils, mais il y a aussi des outils un peu, on va dire, moins compliqués comme Canva. Je pense qu'on n'a pas besoin de travailler dans le social media pour utiliser Canva. Mais c'est pour de la création de contenu vraiment pur et dur, avec les bons formats social media, en story, dans le fil d'actualité sur Facebook, sur Twitter, etc., mais aussi sur des vidéos un peu courtes. C'est vraiment les outils qui me viennent en tête. Et pour les compétences, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, polyvalence, curiosité, et aussi le savoir-faire analytique sur, voilà, demain, quand mon boss me pose la question, est-ce que la campagne qu'on a lancée, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas, je suis censée savoir lire les bons chiffres et aussi bien les interpréter. Merci beaucoup. Et Aurélien, alors, quels sont les outils et les compétences? Alors, sur les compétences, je vais faire simple. Pour moi, il y en a une. C'est la capacité à entreprendre et à aimer faire les choses. Donc là, vous êtes à la fin, du coup, si vous êtes en fin d'études. Donc, pendant toutes vos études, il y a eu une prime au savoir. Donc, globalement, les étudiants qui étaient le mieux récompensés étaient ceux qui avaient la capacité à avoir la meilleure mémoire et à avoir le plus de mémoire et à restituer ce qu'on vous a appris. Et maintenant, vous allez rentrer dans un monde qui est un peu différent, où en fait, le savoir, il est totalement démocratisé, puisqu'il suffit de faire une recherche Google pour avoir accès à la même information que tout le monde. Et donc, il n'y a plus de personne n'a une information qui est plus valable qu'une autre, et que c'est de plus en plus rare d'avoir une information que les autres n'ont pas. Et donc, où est-ce que la différence se fait avec un autre? Et ben, ce sera sur ce que vous allez faire. Et donc, finalement, je trouve ça assez intéressant, parce que finalement, c'est juste, c'est votre capacité à prendre des risques, à tester, à faire des choses. Donc, pour n'importe quel métier, pour ce métier-là en tout cas,
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez dans vos proches un groupe de musique, comment vous les aidez à créer un compte Instagram pour promouvoir la musique? Vous avez autour de vous quelqu'un qui devient prof de yoga, comment vous allez l'aider à lancer, je sais pas moi, là encore un compte Instagram, mais quelqu'un qui veut lancer une boîte, comment vous l'aidez sur Twitter à donner de la visibilité à sa petite entreprise ou à son activité de freelance, et d'ailleurs vous-même à vendre vos propres services. Donc c'est créer, enfin vraiment se dire, regardez comment on fait pour créer un compte professionnel, comment je fais pour l'animer, développer une communauté, sponsoriser, attirer à moi des clients. Et donc c'est en faisant en ayant des petites expériences comme celle-là que vous devenez expert sur un sujet et ensuite que vous pouvez vendre vos compétences, travailler pour des grandes entreprises, avoir des budgets. Et donc là, après, à vous à prendre votre destin en main, à pas vous reposer non plus toujours sur des agences aussi. Peut-être certains d'entre vous travailleront en agence, mais que vous soyez en agence ou en entreprise, important de vous-même essayer de faire les choses. Merci beaucoup Aurélien. Alors justement, c'est la prochaine question va porter sur ça. C'est la dernière, on va y répondre rapidement. Auriez-vous un dernier conseil à livrer aux communicants qui nous écoutent, aux futurs communicants? Alors moi, le conseil qui prime selon moi, c'est la curiosité. C'est vraiment important d'être curieux, de tester, un peu comme l'a dit Aurélien, quelqu'un de votre entourage a lancé s'est lancé dans la restauration. Comment je vais faire pour donner de la visibilité à ce restaurant? Quelles sont les tactiques aujourd'hui qu'on voit sur le web? C'est vraiment tester, se faire ses propres expériences, puisqu'il ne faut pas attendre d'être en entreprise pour avoir une expérience. On peut se créer sa propre expérience avant même de rentrer en entreprise. Aujourd'hui, on peut lancer une chaîne YouTube, on peut voir là où ça peut aussi plus tard vous mener, on peut se lancer sur un podcast. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ne pas avoir une audience, puisqu'il y aura toujours quelqu'un sur Internet qui va écouter votre contenu, qui va regarder, qui va liker, qui va le partager. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez devenir un peu expert ou du moins sachant sur toutes les premières expériences social media que vous pourrez avoir. Merci Aurélien. Est-ce que tu as un dernier conseil? 2 conseils. D'accord. Le premier, c'est de choisir une école comme l'ISCOM et de se faire accepter, pas comme moi. Une école en tout cas sur laquelle vous pourrez faire des stages, de l'alternance, une école sur laquelle vous aurez des intervenants professionnels. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et donc ça, c'est vous qui avez la possibilité de choisir le bon endroit pour vous professionnaliser. Et la deuxième chose qui est là encore plus dans vos mains, et donc Johanna l'a dit, c'est la curiosité intellectuelle. Moi, j'ai donné des cours dans pas mal d'écoles, je ne les citerai pas parce qu'il y a beaucoup d'écoles concurrentes. J'ai une chose qui m'a toujours frappé, c'est que j'ai souvent chez les étudiants, ils me disent ou quand je recevais des personnes en entretien pour des postes dans mes équipes, j'avais des personnes qui me disaient je suis passionné, et puis quand on creusait un peu, finalement, les personnes disent je suis passionné, mais ne font pas l'effort d'aller lire, regarder des vidéos, écouter des podcasts. Aujourd'hui, les gens documentent tout. Donc vous avez la chance, c'est que vous pouvez écouter des podcasts, des chaînes YouTube, regarder des threads de Twitter, vous avez votre fil d'actualité LinkedIn, vous avez tout un tas. Les meilleurs experts dans le monde sur tous les sujets de la communication prennent la parole pour partager leurs résultats, leurs réussites et leurs échecs. Vous avez cette chance-là qui est incroyable. Et donc, si vous voulez devenir expert et vendre cette expertise-là auprès directement ou la vendre indirectement en étant salarié, vous avez toutes les cartes en main pour le faire, mais il faut juste le faire et pas juste dire « je suis passionné et j'aimerais faire ça ». Donc, c'est se mettre en action et travailler sa curiosité intellectuelle et ne pas être honnête avec soi-même, ne pas se mentir. Et donc, parfois, se dire au lieu de faire 2 heures de Netflix, en fait, je vais prendre une demi-heure pour me consacrer à ce que je dis être ma passion, pour apprendre des choses, tester les choses que j'ai apprises. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment ce qui fera que vous allez vous démarquer sur le marché de l'emploi et que vous allez pouvoir exceller, prendre du plaisir et trouver un job qui vous passionne et être payé à la hauteur de ce que vous méritez et qui est quelque chose qui est important. Très bien, merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Johanna pour vos interventions. Il est 19h, on va passer un peu plus vite sur la fin. Alors bien évidemment, vous pouvez retrouver nos coups de cœur si vous vous intéressez au social media management et au community management.
Les chiffres clés, toujours 40% des emplois du numérique en Ile-de-France, 37% des contrats qui sont des CDI. Les meilleurs salaires entrés sont e-commerce manager, traffic manager et data analyst. Les métiers qui recrutent le plus de jeunes, chargés de e-commerce, chefs de projet et chargés de com. Et enfin, 28 ans, c'est l'âge média pour entrer dans le secteur de la communication. Et bac plus 4 ou plus 5, c'est les profils les plus appréciés. Continuez à poser vos questions sur le hashtag AskISCOM, on vous répondra. Et sinon, je vous donne rendez-vous le 12 avril pour la communication publique et politique. Merci encore à vous deux et au revoir à tous. Merci Maud. Et venez dans la finance.